Bonjour. Dans cette vidéo, nous parlons de la modélisation en VHDL du chemin des données d'un processeur à usage général. Voici ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va tout d'abord faire un bref rappel de l'architecture du processeur Polyrisc et de son chemin des données. Ensuite, on va voir comment faire la modélisation de son bloc des registres, de l'unité arithmétique et logique et de la mémoire des données. Finalement, on va voir comment implémenter la mémoire des données dans un FPGA. Voici à nouveau le processeur à usage général Polyrisc. Il est composé d'un chemin des données et d'une unité de contrôle. Le chemin des données est composé, lui, à son tour, d'un bloc des registres, d'une URL et d'une mémoire des données. Voici un détail du chemin des données du processeur Polyrisc. On va maintenant voir comment modéliser chacune de ces trois composantes, le bloc de registre, l'unité arithmétique logique et la mémoire des données. Tout d'abord, le bloc des registres. Le diagramme sur la diapositive montre l'intérieur du bloc des registres. On voit qu'il est composé de registres. Ici, on en montre 4, R0 à R3. Il y a ensuite un mécanisme pour lire ces registres. On a deux parts, ici le port A et le port B. Si, par exemple, sur la valeur choix A, on met la valeur de 1. Ici, on a un multiplexeur avec 4 entrées, 0, 1, 2 et 3. Si on met un 1, c'est donc l'entrée 1 qui sera aiguillée vers le port A. Mais l'entrée 1, elle, est reliée au registre 1, comme ceci. Pour choix B, on pourrait mettre la valeur, par exemple, de 3. Donc ici, c'est un multiplexeur, 0, 1, 2 et 3. Là, le port 3 du multiplexeur est relié au registre R3. Donc, on aiguillerait le registre R3 vers B. Le bloc des registres est vraiment divisé en deux parties. Il y a une partie à droite pour lire et une partie à gauche pour écrire dans les registres. Les deux parties sont effectivement indépendantes. Si on considère maintenant la partie de gauche, celle qui permet d'écrire dans un registre, il y a trois signaux de contrôle. Tout d'abord, deux signaux de contrôle en fait. Charge BR pour indiquer qu'il faut charger un registre et choix charge pour indiquer le numéro du registre à charger. La troisième entrée, c'est la donnée qui doit être chargée. La donnée est reliée aux entrées D de chacun des registres. Les registres ici, bien sûr, ont plusieurs bits de large. On pourrait imaginer avoir par exemple 32 bascules ici qui constituent le registre R0, 32 bascules pour le registre R1, et ainsi de suite. Les lignes en noir ici auraient donc 32 bits chacune. Pour charger une valeur ici dans le registre R0, bien, il faut activer le signal de chargement du registre R0. Il faut donc y placer un 1 ici. Pour cela, il faut que la porte E produise un 1, et pour qu'elle produise un 1, elle a besoin d'un 1 à charge BR, et elle a besoin d'un 1 ici à la deuxième entrée qui provient d'un décodeur. On se rappelle qu'un décodeur accepte en entrée un code, ici par exemple le code 00, et produit une sortie de 1 sur le port de sortie qui correspond à la valeur du code. Donc pour une entrée de 00, on aurait un 1 ici au port 0 qui s'en va vers cette porte logique E, et on aurait un 0 aux trois autres sorties. Donc les trois autres portes E recevraient chacune un 0, produiraient donc ici un 0 à leur sortie, et les trois autres registres seraient donc désactivés pour ce qui est du chargement. Seulement le registre R0 serait chargé dans cet exemple. Si à la place on voulait charger le registre 2, on placerait ici la valeur 1, 0 sur choix charge qui amènerait un 1 sur le port numéro 2, des 0 aux trois autres ports du décodeur. Un 1 ici ne serait pas suffisant pour que le registre R2 se charge. Il faudrait aussi avoir une valeur de 1 pour le signal charge BR. Un 1 ici forcerait un 1 et donc le registre R2 pourrait se charger. Encore une fois, le bloc des registres est composé effectivement de deux parties indépendantes. Une partie à gauche pour faire le chargement, une partie à droite pour faire la lecture. Les deux peuvent fonctionner en même temps. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir par exemple la valeur 17 ici qui est chargée dans le registre R1 en plaçant un 1 ici et la valeur 0,1 là. En même temps, on pourrait lire la valeur courante du registre R1, qui pourrait par exemple être 35, et l'aiguiller vers la sortie, B. Et on pourrait lire par exemple le registre R2, qui pourrait contenir la valeur 99,
et l'aiguillé à la sortie A. Et ces trois opérations-là, effectivement, seraient faites en même temps. En fait, c'est que après une transition d'horloge, lors d'une transition d'horloge, la valeur de 17 serait placée dans le registre R1. Et le temps qui précède la transition d'horloge, c'est pendant ce temps ici que les valeurs 99 et 35 seraient placées à la sortie du bloc de registre. Après la transition d'horloge, les valeurs qui seraient sur les pares A et B dépendraient des signaux de contrôle qui étaient appliqués au bloc de registre avant la transition d'horloge. Voici la modélisation en VHDL du bloc des registres. Alors, on a besoin tout d'abord, bien sûr, des registres. Ici, le nombre de registres est spécifié par la quantité nreg et leur largeur est spécifiée par la quantité wd. Il y a un type qui est défini ici, c'est un vecteur de valeur signée. Et le vecteur, en fait, a un nombre d'éléments égal à nreg. On peut voir ça aussi comme une matrice. En général, on considère ça comme un vecteur de vecteurs. L'identificateur pour les registres s'appelle les registres et il est du type les registres type. On a deux signaux A et B pour les sorties et on a les signaux choix A, choix B, choix charge pour contrôler le bloc des registres. Dans le cas de l'architecture, on verrait un processus qui est sensible sur l'horloge et sur le signal de réinitialisation. Si le signal de réinitialisation est à 1, bien on met tous les registres à 0. Sinon, et que le signal charge BR a une valeur de 1, à ce moment-là, on va charger un registre. Le registre qui sera chargé, son numéro correspond à choix charge, qui est un entier. On placerait alors la valeur donnée BR dans le registre qui est identifié par choix charge. Ça, c'est pour ce qui est d'écrire dans le registre. Pour ce qui est de lire des registres, eh bien, on a besoin de deux énoncés concurrents pour A et B, qui simplement consistent à lire la valeur du vecteur de vecteur signé. Et si, par exemple, choix est un entier qui nous spécifie l'indice du registre à lire pour le pare A et la même chose pour le pare B. L'unité arithmétique logique maintenant. Bien, elle effectue les calculs qui lui sont spécifiés sur les données qui sont fournies à son entrée par le bloc des registres. En principe, l'unité arithmétique logique ne contient pas de mémoire. C'est pour ça qu'on ne voit pas de signal de clock sur le diagramme. Les opérations normalement réalisées sont les opérations arithmétiques et les opérations logiques, bien sûr. Habituellement, s'il y a du décalage, il est fait dans un bloc séparé. Il peut aussi être fait à l'intérieur de l'UAL. Très important, c'est que l'UAL a trois sorties. La sortie F pour le résultat et les sorties Z et N qui nous donnent de l'information sur le résultat qui a été calculé. Par exemple, Z serait à 1 si la valeur de F est de 0. N serait à 1 si la valeur de F était négative. Voici la modélisation de l'unité arithmétique et logique en VHDL. La modélisation est faite à l'intérieur d'un énoncé process qui commence ici et qui se termine ici. À l'intérieur du process, on voit tout d'abord un énoncé case qui modélise les 8 instructions, les 8 opérations dont l'UAL est capable. Premièrement, on a passé la valeur de A, passé la valeur de B, A plus B, A moins B, etc. Chacun des cas de l'énoncé case est en fait une constante de type natural. Par exemple, as A a la valeur de 0. On utilise ici un identificateur au lieu d'utiliser une valeur numérique. Ça clarifie grandement le code. Il faut s'assurer bien sûr d'avoir une bonne concordance entre le nom de l'identificateur de la constante et la fonction qui est vraiment réalisée. Il faudrait éviter d'avoir un conflit ici entre les deux. La sortie de l'UAL, ici est donnée, F est égal à FUAL, où FUAL, F soulignement UAL, est une variable. La raison pour laquelle on utilise une variable, c'est que ça nous permet d'inspecter la valeur du résultat de l'UAL avant de le passer à un autre module. Et ça, c'est utile pour arranger les drapeaux qui vont être envoyés à l'unité de branchement. Par exemple, le drapeau Z doit avoir une valeur de 1 quand le résultat du calcul a une valeur de 0.
et sinon il doit avoir une valeur de 0. Le drapeau N, lui, doit avoir une valeur de 1 quand le résultat du calcul effectué par l'URL est négatif. Ça correspond à prendre le bit le plus significatif du résultat de l'URL. On observe aussi la modélisation du multiplexeur qui est à l'entrée B de l'URL, qui est montré ici sur le diagramme. Donc, les opérations de l'URL sont faites entre le signal A ici et le signal B qui se rend à l'entrée de l'URL. Le multiplexeur pour l'entrée B permet de choisir soit entre la valeur de la sortie B du bloc des registres ou bien une valeur qui est encodée dans le mot d'instruction comme valeur immédiate. Le signal choix B URL, ici, quand il a une valeur de 0, à ce moment-là, c'est la valeur du bloc des registres B qui est envoyée à l'URL. Quand il y a une valeur de 1, à ce moment-là, c'est la valeur encodée dans l'instruction qui va être passée à l'URL. On permet ainsi à l'URL d'opérer soit sur deux valeurs qui proviennent du bloc des registres, soit une donnée du bloc des registres et l'autre donnée qui vient du décodage d'instruction qui est encodée elle-même dans l'instruction. La mémoire des données maintenant. Bien, un processeur qui aurait un bloc de registre immense n'aurait pas besoin de mémoire de données. En pratique, ça peut arriver pour certains processeurs spécialisés. Cependant, on a habituellement la mémoire des données. Là, présentement, on place la mémoire des données dans le chemin des données, ce qui est correct, et on a l'impression qu'elle pourrait être finalement faire partie du processeur. En pratique, la mémoire est à l'extérieur du processeur, bien sûr. La mémoire a en général un port de sortie pour lire une donnée, un port d'entrée pour écrire une donnée, un port d'adresse et un port de contrôle. Cependant, dans le cas général, la mémoire peut avoir plusieurs ports d'entrée et plusieurs ports de sortie. Cette diapo montre la modélisation en VHDL de la mémoire des données. On a tout d'abord la définition d'un type pour la mémoire des données qui est un vecteur de profondeur M2 à la M des éléments de largeur WD. Et le signal qui entrepose la mémoire s'appelle mémoire de données. Il y a un autre signal qui est utilisé pour déterminer si la mémoire doit être chargée ou non. Dans le cas de l'architecture, on retrouverait un processus sensible à l'horloge. Donc, lors d'une transition positive d'horloge, si le signal charge MD est à 1, à ce moment-là, on va charger la mémoire de données, on va prendre la valeur de l'adresse et la convertir en entier, qui va nous spécifier donc à quelle adresse effectuer l'écriture, et on va prendre la valeur de données MD et aller la placer dans la bonne case. Ça nous prend aussi un énoncé pour sortir la mémoire. Sortir la valeur de la mémoire là, dans le cas d'une lecture. En fait, on n'a pas besoin de le faire uniquement dans le cas de lecture, on devrait toujours sortir de la mémoire des données, ici, une valeur. Donc, selon l'adresse, on la convertit en entier et ça nous donne un indice où aller lire la mémoire. C'est important ici de noter qu'il n'y a pas de l'utilisation du reset dans cette description. Parce que si on utilise un reset et qu'on veut donc pouvoir réinitialiser la mémoire, lors de la synthèse sur un FPGA, ça va nous contraindre à placer la mémoire à l'intérieur de bascules qui sont dans les tranches. Et ça, bien, ça a des avantages importants qu'on va voir sur une diapositive tantôt. Donc, la description de mémoire des données en VHDL peut prendre plusieurs formes, sur une multitude de paramètres. Le code qui est montré sur la diapositive précédente est pour un seul ensemble de paramètres. On pourrait par contre avoir plusieurs ports d'entrée et de sortie. On pourrait avoir des sorties qui sont synchrones ou asynchrones. On pourrait avoir un certain nombre de cycles avant que la mémoire donne des valeurs lues. On pourrait avoir des signaux d'activation, des valeurs initiales. Les mémoires de données sont complexes à modéliser. Il y en a plusieurs formes. Donc, il faut consulter la documentation du synthétiseur utilisé pour adopter le bon patron de code VHDL qui correspond à vos intérêts ou à ce que vous avez besoin pour votre mémoire RAM. Comment s'implémente la mémoire dans un FPGA? Bien, on voit ici un diagramme du FPGA Virtex 5. On distingue bien les différentes tranches. Et ici, on a un bloc DSP48E avec son multiplicateur. Et en rose, on a un bloc de mémoire BRAM. Donc, chacun de ces blocs-là ici peut être utilisé pour, bien sûr, entreposer de l'information en mémoire. Le grand avantage d'utiliser un bloc BRAM, c'est sa densité. On peut avoir beaucoup de bits
dans un espace quand même assez restreint. On peut bien sûr utiliser les bascules qui se retrouvent à l'intérieur de chacune des tranches pour entreposer un bit à la fois. Là, le désavantage, bien sûr, c'est qu'on perd complètement la densité. Par contre, on peut avoir ici, dans ces bascules, on peut entreposer en mémoire des informations qui vont ensuite être rapidement accessibles par d'autres LUT pour faire des calculs, Donc, on a donc une très faible latence d'accès, c'est un avantage. Si, dans la modélisation de la mémoire, on impose un reset, à ce moment-là, il sera impossible d'utiliser la mémoire bloc RAM. Et donc, on va rapidement remplir le FPGA en utilisant les bascules. C'est pour ça que, dans la plupart des cas, on devrait utiliser la bloc RAM, ne pas spécifier de conditions de réinitialisation et ainsi utiliser la BRAM qui est très dense. Le choix peut aussi être contrôlé par les paramètres du synthétiseur. Donc, ça complète cette vidéo où on a parlé de la modélisation en VHDL, du chemin des données d'un processeur à usage général.